Ma vie, je la structure en 4 périodes. Il y a la période qui va de ma naissance, donc depuis 1968 jusqu'à 1987. La deuxième période va de 1988 à 1997. La troisième période est celle qui va de 1998 jusqu'en 2002. Et enfin, la quatrième période s'étale de 2003 jusqu'en 2010. Eh bien, la période qui va du 20 décembre 1968 en 1987, elle est caractérisée par ma petite enfance qui a été ordinaire ou normale comme toutes les autres enfances. Après l'enfance, juste, j'ai fréquenté l'école des dimanches à l'église 26e méthodiste. J'ai fait aussi l'école primaire pendant cette période et l'école secondaire. Juste après la petite enfance, j'ai commencé à fréquenter l'école des dimanches puisque je suis né dans une famille chrétienne. Pendant que je fréquentais l'école des dimanches, on m'apprenait à chanter et je l'ai appris jusqu'à devenir un peu indépendant, c'est-à-dire j'ai commencé à chanter seul dans l'église. Un certain dimanche, on disait Shaban Yabin va chanter. Je me tenais debout avec une petite culotte, les pieds nus, en train de chanter devant tout le monde, moi-même. J'ai évolué jusqu'au niveau de l'école primaire. Là, je chantais dans l'église de la 26e méthodiste, 34e Kadhafi aussi. Je chantais à l'école primaire. Et lorsque je suis arrivé à l'école secondaire, je faisais aussi du théâtre. Donc pendant que nous chantions à l'église, nous organisions aussi des pièces de théâtre. Et j'étais un grand artiste. Elle est aussi caractérisée par l'animation politique à l'Institut Mwanga d'Uvira. Les collègues de cette époque se souviendraient d'un certain Chabani qui était un grand animateur. Donc, pendant les 15 minutes d'animation ou de salut au drapeau, j'étais un grand animateur de Saka Yonsa. C'est l'époque du Impère, vous vous souviendrez, où tout le monde pouvait danser. Cette époque aussi était caractérisée par des jeux d'enfants, comme d'habitude. J'ai pratiqué aussi la pêche, puisque mon père aussi était pêcheur, et quelques travaux du champ. À cette époque, je me souviens, nous étions dans une croisade d'évangélisation à Kavimvira. C'était à l'époque de Pentecôte, comme ça. Il y avait une maman, une prophétesse, qui était venue me dire, voilà, Dieu m'a révélé qu'un jour, tu seras un grand homme dans ce pays, donc un grand serviteur. Alors, évite le péché, évite l'ambiance, mets-toi en tête que tu as une promesse de Dieu sur toi. Alors, comporte-toi en conséquence. J'avais écrit, j'ai mis dans mon enveloppe et je gardais ça dans mon cœur. Voilà quelques éléments qui ont marqué ma vie pendant cette première période. La période qui va de 1988 en 1997 est caractérisée par 4 effets. Le premier, j'ai quitté la province du Kivu pour aller à Kisangani pour poursuivre avec les études de l'université.
de là, je côtoyais l'église de la 8e CPSA. C'est là où j'ai été baptisé d'ailleurs. J'ai continué à chanter dans la chorale qui s'appelait Gloria. Je n'ai pas aussi oublié mes talents artistiques du point de vue théâtre. Pendant ce temps, j'ai effectué le premier essai d'enregistrement. Je suis tombé par hasard sur 2 cassettes de musique instrumentale. Et moi, j'ai récupéré ça. J'ai composé des textes. J'ai adapté à ces musiques. Je me suis dit, est-ce qu'un jour vraiment Dieu peut m'aider à ce que je compose un album? Voilà, là où j'ai commencé. Troisième chose, je me souviens, c'est la période où je me suis marié. Juste après avoir terminé les études, je me suis marié, précisément le 18 janvier 1997. Une semaine après le mariage, j'avais invité des serviteurs de Dieu chez moi à la maison pour venir prier et présenter mes requêtes à Dieu, donc les requêtes du début de mon foyer. Après avoir prié, Dieu a révélé à ses serviteurs de me demander si j'avais quelque chose à espérer à Dieu. Qu'est-ce que je voudrais que Dieu fasse de moi un jour? J'avais demandé 3 choses à Dieu. Je dis à Dieu, je ne voudrais pas que mon foyer soit stérile. Donc j'ai besoin d'enfants. Ça c'est 1. 2, je vais avoir un foyer digne, un foyer exemplaire, un foyer heureux. Donc, un foyer au sein duquel les époux vivent en harmonie. C'était la 2e chose que j'avais demandé à mon Dieu. La 3e chose, enfin, c'était ce que Dieu puisse me donner la richesse, l'argent. Avec cet argent, je vais assurer la survie de ma famille. Ça c'est 1. 2, avec cet argent, je vais assurer le ministère de Dieu. Donc je vais faire le travail de Dieu avec cet argent. 3e chose, avec cette richesse que Dieu me donnerait, je vais aussi aider les pauvres ou les nécessités. Voilà 3 choses que j'avais demandées à Dieu. Ces serviteurs ont prié. Après leur amen, ils ont dit, Dieu a exaucé ses prières. Il dit, il va te donner tout ce que tu demandes. Mais à la seule condition, il ne faut pas oublier les promesses aussi que tu fais. Donc, Dieu qui va te bénir, souviens-toi de cette alliance et tâche à accomplir. Donc, là, il faut veiller. Je me suis dit, Dieu, viens m'aider afin que je puisse accomplir cette alliance. La 4e chose, j'ai commencé à m'intéresser à la gestion de la chose publique. Donc, pendant ces études universitaires, j'ai eu la chance de croiser le président de la République du Zaïre. Donc, le maréchal Mobutu. C'était le tout premier face-à-face du président Mobutu avec les étudiants de l'université de Kisangani. Et moi aussi, j'étais parmi eux. Ce face-à-face Mobutu avec les étudiants m'a inspiré quelque chose. Donc, a fait naître le désir de m'intéresser à la gestion de la chose publique de ce pays. Quelque chose commençait déjà à piquer mon cœur. Je vais citer l'impunité, la corruption et la démagogie
qui caractérisait ce régime. Lorsque je voyais un gouverneur ou un ministre qui volait au Kivu, au lieu de les sanctionner, on les mutait au Chaba ou ailleurs. J'ai commencé à me dire, ça c'est comment on peut gérer le pays de cette manière? Au lieu de punir les gens, on les prie, mais encore. Ça c'était une chose qui avait piqué mon cœur. Une autre chose, le massacre des étudiants de Lubumbashi. J'étais à Kisangani, on a massacré des étudiants et à cause de cela, on a fermé l'université. Nous avons été tous frappés par la mesure. Cet acte m'a aussi piqué. Une autre chose, le contentieux belgo-zaïrois. Je me suis intéressé à cela. J'étais à l'université étudiant. Lorsque la Belgique a eu des problèmes avec le Zaïre, Mobutu, le président Mobutu, a envoyé des émissaires en Belgique pour aller expliquer l'action du gouvernement zaïrois. Et pourtant, les Belges avaient raison. Les Belges avaient raison. Vous êtes témoin. Lorsqu'on critique un gouvernement, vous connaissez la réaction. Ils se défendent, ils commencent à dire n'importe comment, au lieu de saisir de ces critiques pour améliorer la façon de gérer ce pays. Les gens ne font que se lamenter et se défendre. Un autre aspect de la vie, c'était le comportement de militaires de l'époque vis-à-vis des civils. Voilà les choses qui choquaient mon cœur à cette époque-là. Je voyais des gens qui quittaient l'intérieur de la province orientale pour venir à Kisangani. Il y avait des militaires qui mettaient mal à l'aise ces gens. Ils escroquaient tout ce qu'ils avaient. Et vous savez, quand quelqu'un vient de la campagne, on peut l'identifier facilement. Une autre chose, j'ai essayé de comparer les bases du développement que les Belges nous ont laissées. Lorsque j'ai comparé ce qui a été laissé par les Belges, je me demandais, est-ce qu'on progresse au développement ou non? Tout le monde pouvait constater comme moi que on évoluait de destruction en destruction. Parce que même les Belges nous ont laissé de bonnes bases. Si on avait l'esprit du développement, on pouvait démarrer à partir de là. Mais on a tout détruit. J'ai comparé les édifices publics qui ont été construits par les Belges. Est-ce que nous les avons? Est-ce qu'on a amélioré? Est-ce qu'on a construit d'autres? Les bureaux de l'État, les routes. Il y avait des routes qui avaient été asphaltées, mais pas des Belges. Est-ce qu'on a amélioré? Non. Vraiment, ça révoltait. Hein? Ça révoltait plus d'un pays comme moi. Et pourquoi on n'a pas évolué dans le développement? Puisque la corruption et l'impunité avaient régné dans ce pays. Vu tout ça, il y a une certaine révolution, un germe de révolution dans mon cœur, dans mon mental. Et je disais, si les autres Zaïrois ne sont pas pour le développement de ce pays ou de la reconstruction de ce pays, moi, je contribuerai à la reconstruction de ce pays. J'ai dit bien, je contribuerai à la reconstruction de ce pays. C'est ainsi que lorsque l'avènement de Laurent Désiré Kabila est arrivé, j'étais parmi les Zaïrois qui avaient soutenu Laurent Désiré à Kisangani. Nous l'avons accueilli. On a applaudi puisque on le voyait comme notre libérateur. J'étais content, moi, comme plusieurs Zaïrois. Voilà un peu l'affaire de cette
période. La troisième période est celle qui va de 1998 en 2002. C'est la période qui est caractérisée par la vie professionnelle. Donc le premier pas de la vie professionnelle. J'ai été retenu comme assistant d'enseignement au centre universitaire de Bukavu, aujourd'hui qui a été transformé en université officielle de Bukavu. Pendant cette période, j'avais le salaire mensuel de 120 $. Mais pour avoir ces 120 $, il fallait attendre 3 mois ou 6 mois. Ou on vous donnait même 30 le premier mois, le deuxième mois 40, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on termine l'année académique avec des arriérés et des arriérés. Et pourtant, cette période, je venais déjà d'avoir ma première fille. J'étais marié déjà avec la première naissance, ma fille qui s'appelle Assele Chabani Dorcas. Alors je me disais, comment elle va grandir? Comment mon épouse va se vêtir? Comment moi-même je vais me tenir face à cette situation de crise? Alors, j'ai été sollicité pour aller travailler au Rwanda comme professeur au groupe scolaire de Moura, où j'ai touché 110 $. Les 110 $ m'étaient payés régulièrement chaque le 25 du mois. J'ai touché ça à la banque. Je me disais, au lieu de rester chez moi au Congo avec un salaire fictif de 120 que je ne touche pas normalement, mieux vaut aller vivre au Rwanda avec les 110 $, mais que j'ai touché chaque mois. Pendant cette période, j'ai été aussi marqué par un autre événement, le troisième face-à-face du troisième président de la République. Donc dans ma vie, c'était le président Kagame du Rwanda. On a été face à face avec lui, donc tous les enseignants, pendant la période de correction des examens d'État là-bas. Il s'est entretenu avec nous. Ce face à face aussi m'a révélé d'autres choses. J'ai commencé à imaginer comment le secteur éducatif est organisé au Rwanda. J'ai comparé avec le système de mon pays. J'ai comparé les infrastructures au Rwanda. C'était impeccable. Le laboratoire que j'utilisais au Rwanda avec mes élèves de secondaire, je l'ai comparé avec le pseudo-laboratoire que nous avions au CIB. J'ai comparé comment les lois du pays sont appliquées là-bas par rapport dans mon pays. Alors cette comparaison-là est venue accroître encore la révolution en moi. Je me suis dit, pourquoi nous ne pouvons pas aussi gouverner notre pays de cette manière-là? C'est la période au cours de laquelle j'ai commencé à composer des œuvres musicales pour la sensibilisation de la population. Vous savez, ces œuvres, j'ai commencé à les composer pour commencer à contribuer à la reconstruction de ce pays. Puis je me suis dit, je dois contribuer d'une manière ou d'une autre à la reconstruction de ce pays. Voilà.
la façon qui m'a été facile, c'est celle de composer des chants d'œuvre et mettre ça sur le marché. Parce que lorsque les gens vont écouter le message contenu dans la musique, il y aura peut-être un changement dans la mentalité de mes concitoyens. Dans ces œuvres, il y a des chansons dans lesquelles je parle exclusivement de la gestion du pays. Quand je dis Aïdou Yakom, donc c'est la honte. J'ai apporté aussi ma pierre dans la sensibilisation de la population congolaise pour aller aux élections. Et voilà, nous avons élu le tout premier président démocratiquement qui s'appelle son Excellence Président Joseph Kabila, que j'ai eu moi-même à voir face à face à Bukavu. Pendant cette période, j'ai acheté des instruments musicaux et j'ai monté un studio d'enregistrement, un studio audiovisuel à Bukavu, pour le développement de la musique dans la province du Sud-Kivu. Pendant cette période aussi, j'ai appris à partager mes biens avec les pauvres. J'avais dit à Dieu, si vous me donnez $100, je peux consommer 60 ou 70, les 30 aussi, je donne aux pauvres. Où je contribue à la réduction de la misère des populations les plus démunies. À part ce que les journalistes ont cité, des actions menées par la Fondation Chabaniaville, ici je peux ajouter la contribution à l'adduction d'eau potable dans les localités de Suima, Ake, Abeka, la remise des 3 moulins dans la localité d'Abeka pour alléger la souffrance des populations. Nous avons aussi remis des vivres à la prison centrale de Goma, communément appelée la prison de Mouzende. Je me souviens, nous avons aussi payé les frais funéraires dans une famille à Katanga. À Katanga, c'est dans les territoires de Fizi. Et beaucoup d'autres actions sur la tropique. Un autre élément me vient en tête. Donc les soucis que j'ai pour ce pays, je me disais que nous avons d'argent. Mais pour financer un projet de 50 millions de dollars, est-ce qu'il faut attendre ce que la Belgique nous donne 50 millions, ou les États-Unis, ou l'Union européenne? Pourquoi nous-mêmes, Congolais, nous sommes plus de 60 millions? Pourquoi nous ne pouvons pas cotiser chacun $1, et nous aurons 60 millions, et nous pouvons nous-mêmes financer ces projets de 50 millions? En tout cas, ça fait la honte, ça fait partie de la honte. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer. Dans ce pays, nous avons des grands manières, nous avons des boss qui ont des milliards de dollars dans leur compte propre. Que ce soit des députés, des ministres ou des présidents, même des grands commerçants. Pourquoi, pour une affaire de 100 millions, on doit attendre les États-Unis? C'est pourquoi il ne se dérange pas de nous maltraiter lorsque nous commettons une erreur ou une faute dans notre pays. Ils sont les premiers à nous critiquer, puisque ils sont aussi les premiers à nous financer, même des petits financements. C'est pourquoi moi, dans ma lutte, dans ma logique, je vais appeler tout Congolais qui m'écoute, ou tout ressortissant du territoire des Fizi qui m'écoute. Si il y a une localité qui a besoin d'une école ou de l'eau potable, on nous dit que le projet peut coûter $20 000.
Pourquoi attendre à ce que le gouvernement nous amène les 20 000 $? Pourquoi nous, même ressortissants du territoire des Fizi, nous ne pouvons pas nous cotiser pour faire les 20 000 $? Pourquoi? Si nous aimons vraiment notre pays. Voilà l'objectif. C'est le troisième objectif de la Fondation Shabani Yabi. Le patriotisme d'un chacun. Nous devons aimer ce pays. Alors, ça c'est vraiment l'un des objectifs de la Fondation Shabani Yabi. Je m'érige en leader d'opinion. Celui qui a le même vision que moi, ou celui qui peut souscrire à cette vision, qu'il vienne m'aider, qu'il soit aussi membre de la Fondation Shabani Yabi. Amenez vos fonds, la Fondation va gérer ça sur le terrain. Alors, et tout ce que je fais, ne croyez pas que je suis financé par qui que ce soit. Non, c'est dans la logique d'aller accomplir le vœu que j'avais fait en mon vie. Si Dieu me donne 200 $, moi et ma famille, nous consommons 100 ou 150 et les 50 restants, ça doit aider les populations plus pauvres. Voilà la logique. Venez, inscrivez-vous dans cette logique pour développer ces pays. Sinon, on ne doit pas continuer à nous injurier chaque jour. Pour construire une école, il faut que le PNUD. Et pourtant, quelqu'un a $1 milliard dans sa poche. S'il aimait vraiment ce pays, pourquoi on ne peut pas le faire seul? Et on va acclamer, c'est nous. On va dire tel a fait ceci. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Shabani Yabi, Aste Studio Bukavu. Makimbilio ni mwamba upo katika teso lolote, nisikimbie adui kuu, nishinde katika dunia yote. Dunia yote imezimika, ahadi zake hazikudumu. Nakaa humu nina starehe, Fondation Shabani Yabi inahitaji wanamemba katika Kongo na nchi ya Kongo. Kaa mbali ya udhalimu, hatia dhambi hukumu. Kwa imani nikisimama, adui atakimbia. Nayo mawazo ya kitatu hayatapata nafasi. Nakaa humu nina Shabani Yabin @yahoo.fr 081 31 76 76 4. Baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo alizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga na shaka, hayatakuwa maibu. Fondation Shabani Yabi a pour but de sensibiliser et de conscientiser la masse par la chanson et les actions concrètes sur 1.
l'harmonie au sein des foyers afin que 1 plus 1 soit égal à 1 selon la volonté de Dieu, non 0, 0.5 ou 2 ou 3, etc. 2. La compassion, l'amour et l'aide aux nécessiteux. 3. L'appui financier et matériel aux initiatives locales de développement. 4. Le patriotisme de chacun de nous. 5. La cohabitation pacifique de toutes les communautés originaires et non originaires, rendue possible par l'acceptation mutuelle des uns et des autres. 6. Enfin, la construction des maisons en dur en territoire de Fizi par ses habitants et ses sortissants, surtout à Baraka, pour chacun dans son village natal. Ule musola mwilongo na tomwani balale eba bushopa na bafizi bale mkongo na bale mbize bya banya bilongo byonse Afrika, Bulaya, Amerika, Obama na Canada, Asia na Oceani, Mungwe na mulale ya mucho tukubahe machumba kweto bolembe bala aibe ite butembo hange kaziba ya ngiro na bana baeto Notoshiwe Bisengelezo machina na bite Kumba koli ota manumba Ite bikongi luyo bele tumba na ilaki abule Honorable James Kaliba Esamuroki Kuba ayobi chumba bangwe kata Honorable Shenila Mwanza Metra Azarias Kuberwa Mukuba Kuluma chumba hadine Awa biboko boko na minewe Abenui Malia bakile bolaya ole bashoto anye shiketa bobenga benga ole na ole